GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière. Nous sommes avec Maxime Liedo, qui est étudiant en histoire, et David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Des GG qui vous redonne la parole tout à l'heure, à midi moins le quart, au moment du GG vous. On va reparler notamment de Nicolas Sarkozy avec Maxime et de l'Eurovision avec David, entre autres sujets bien sûr. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Merci d'avoir spontanément répondu à notre invitation. C'est une immense joie d'être ici. Merci François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est la droite Trocadéro que l'on reçoit aujourd'hui? Droite Trocadéro, c'est une expression utilisée par Édouard Philippe et les ministres de droite du gouvernement Philippe. Je pense notamment à Franck Riester qui expliquait que la droite Trocadéro, que vous représenteriez peut-être, c'est la droite repliée sur elle-même, conservatrice. Ça ne veut pas dire grand-chose au fond. Ça veut simplement dire que ces gens-là, malheureusement, font la politique exactement inverse de celle qu'ils avaient dit défendre toute leur vie et qu'aujourd'hui, ils s'en prennent à une famille politique qui a l'audace d'être restée fidèle à ses convictions, à son projet et à ses électeurs. Après tout, si ça leur déplaît, moi, pour le coup, ça ne me déplaît pas. Donc vous l'assumez, ce terme de droite Trocadéro. Le Trocadéro, c'est le meeting de François Fillon, sous la pluie, le candidat mis en examen qui ne renonce pas. Moi, j'assume qu'on est effectivement la liste de droite de cette élection européenne, la seule en fait. Donc effectivement, si ça leur déplaît de le reconnaître, au fond, peut-être chacun fait ses choix. Moi, j'ai toujours aimé le pluralisme, j'ai toujours respecté toutes les convictions. La manière dont on s'engage dans le débat démocratique appartient à chacun. Je regrette simplement qu'on s'en prenne aujourd'hui à nous, alors que nous, on a simplement eu l'audace, on a simplement eu le courage, peut-être aussi, il faut bien le dire, de rester fidèle à ce qu'on avait défendu, par exemple en 2017, par exemple aussi au cours des dernières années. C'est peut-être une nouveauté en politique de rester clair sur ses convictions. Défendu en 2017, c'était quelle valeur qui était défendue en 2017? C'était d'abord un vrai projet pour sortir la France de la crise dans laquelle elle est aujourd'hui. Et de fait, rien n'a été fait pour permettre de résoudre les grands problèmes de notre pays. Et aujourd'hui, ces ministres-là, qui viennent effectivement d'une famille politique qui défendait en 2017, et certains d'entre eux le défendaient avec nous, l'idée qu'il était temps enfin de faire des choix courageux, ces ministres-là sont au service d'une politique qui ressemble à celle de la gauche classique. En fait. Mais on est à 10 jours du scrutin européen, on voit bien qu'il y a un match qui s'est installé entre d'un côté les macronistes, la République en marche, Nathalie Loiseau, et de l'autre le Rassemblement national porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Comment exister finalement dans ce match? Mais nous, ça fait 3 mois qu'on fait campagne, d'abord avec, là aussi, grande originalité, avec un programme. On a une vision pour l'Europe et on croit que ce débat, il ne devrait pas se réduire à une sorte de répétition du deuxième tour de la présidentielle. Ce deuxième tour un peu désespérant parce qu'en fait, il ne présente aucune alternative réelle. Évidemment que M. Macron utilise cette mise en scène parce que M. Macron sait que la seule personne qui peut le sauver dans 3 ans, c'est Marine Le Pen. Et donc, il voudrait enfermer la France dans cette espèce de duo avec Madame Le Pen en alter ego, dont chacun voit qu'au fond, elle n'est pas crédible pour assumer les responsabilités, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et par conséquent, la stratégie de M. Macron depuis le début, c'est de dire c'est soit moi, soit le chaos. Mais ça fait pas une politique, ça. Ça fait pas un vrai choix pour les Français. Emmanuel Macron, il a commencé cette campagne en faisant un clip vidéo dans lequel il disait aux Français, littéralement, c'était la première phrase du clip, vous n'avez pas le choix. Eh bien, nous disons aux Français, bien sûr que si. Vous avez le choix. C'est la démocratie. Qu'est-ce que vous proposez, vous, entre d'un côté, finalement, ceux qui symbolisent les progressistes pro-européens, c'est-à-dire la liste de Nathalie Loiseau, et puis de l'autre, plutôt le nationalisme. Qu'est-ce que vous proposez, en fait? Et la vraie question, c'est pas d'être pour l'Europe. La vraie question, c'est de savoir quelle Europe on veut. Si M. Macron dit qu'il est pour l'Europe, en fait, il est pour toute cette Europe qui ne marche pas aujourd'hui. Non, mais c'est votre Europe aussi. Au Parlement européen, c'est la droite qui est majoritaire. C'est le PPE. Donc finalement, c'est l'Europe, c'est la vôtre, c'est celle de vos amis. La droite, elle est majoritaire, pas toute seule. D'ailleurs, elle est un groupe important du Parlement européen. Mais le Parlement européen, c'est pas le seul organe qui fait avancer l'Europe. Moi, je suis là pour dire très clairement, évidemment, qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, y compris par notre famille politique. Et on est là pour écrire une nouvelle page de cette histoire. Mais il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Et quand aujourd'hui Emmanuel Macron nous propose de faire plus d'élargissement de l'Europe, quand Emmanuel Macron nous propose de créer dans une seule lettre plusieurs comités, commissions, agences, banques, institutions supplémentaires, quand Emmanuel Macron nous propose de dépenser de plus en plus d'argent public, c'est quand même la première formule qui vient dans cette expression du programme d'Emmanuel Macron. Il faut créer une banque du climat et on va dépenser 1000 milliards d'euros. Bon, voilà, c'est typiquement une
une politique classique de la gauche. C'est cette politique qui ne fonctionne pas, qui ne résout pas les problèmes. Et nous sommes venus avec un projet pour une autre Europe, pour refonder l'Europe, pour faire en sorte qu'on prenne en compte, par exemple, la préoccupation écologique, mais en réinventant une mondialisation plus équilibrée, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. On a reçu toutes les têtes de liste arrivent ici en disant on vient avec un projet qui propose de refonder l'Europe, une autre vision de l'Europe, vous le dites tous. Hein. Eh bien, rentrons dans le détail, c'est ça, parlons du fond des sujets. Et moi, ce qui me désespère, je vous le dis, après on va rentrer dans le concret, mais ce qui me désespère un peu, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe comme si, effectivement, le seul match, c'était entre populistes et progressistes, comme si le seul sujet, c'était de savoir qui va arriver premier entre M. Macron et Mme Le Pen. On a l'élection européenne la plus importante depuis le début du projet européen, parce que l'Europe est à un tournant de son histoire. On devrait parler de la question migratoire, on devrait parler de la question écologique, on devrait parler de la question économique et commerciale. On parle plus de rien de tout ça. On parle plus que de savoir si c'est Madame Loiseau ou Monsieur Bardella qui va arriver en tête. Alors, question de David. David avait demandé juste. Bonjour. Donc, bonjour. Vous dites que vous inscrivez, vous l'avez dit à 2 reprises, dans une filiation de ce qui était de 2017 et de ce qui était probablement l'UMP. Moi, j'étais un soutien de l'UMP et j'en suis parti parce que j'ai trouvé qu'il y avait une rupture avec ces valeurs et cette rupture était portée par Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, vous avez un parcours à peu près similaire, lycée Henri IV, Normal Sup, des profils assez classiques. Et je voulais savoir si vous avez perçu justement cette rupture qu'il y avait avec les valeurs portées par Laurent Wauquiez par rapport à celles que des gens comme moi regrettent de l'époque de l'UMP. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a eu une rupture ? Je vous dis, c'est un sentiment que je sentais et qui a été partagé. Sur quoi ? Mais David, sur quoi ? Par exemple, sur le discours par rapport à l'immigration, ce côté dont on imaginait qu'on allait récupérer les voix du Front National. Il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés comme ça. Mais attendez, on a fait, vous vous en souvenez, exactement le même reproche à Nicolas Sarkozy quand même. Oui. Probablement, mais moi je vous dis qu'il y a un certain nombre d'électeurs vous étiez à l'UMP à l'époque. De l'UMP qui aujourd'hui était en rupture et qui... la campagne de 2012, je vais vous dire une chose toute simple. D'abord, je me suis engagé dans cette campagne européenne parce que il y avait un projet clair et un projet fort. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une défiance qui monte partout en France. Je le vois depuis le début de cette campagne, tous les jours sur le terrain. Et oui, c'est vrai, par exemple, sur la question migratoire, les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui, on est condamné à une forme d'impuissance. Et Emmanuel Macron nous dit, très bien, on va gérer l'impuissance, on va se répartir les flux d'immigration qui arrivent en Europe entre les pays européens. Mais nous, on dit qu'évidemment, il faut maîtriser nos frontières. C'est ce que disait déjà Nicolas Sarkozy. Ça veut dire quoi, maîtriser les frontières ? Ça veut dire qu'il faut une vraie stratégie européenne, contrairement à ce que pense le Rassemblement national. Il faut une vraie stratégie en Europe pour maîtriser ensemble les frontières extérieures de l'Europe et pour permettre ensuite à chaque pays d'avoir sa propre politique migratoire. Avec qui ? Ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire qu'il faut renforcer l'agence Frontex. Le Rassemblement national a voté contre. Ça veut dire, attention. C'est ce que dit la République En Marche. Mais alors attention, là, il y a une différence majeure entre nous et la République En Marche. C'est que nous disons qu'on doit demander l'entrée en Europe avant d'y être arrivé. Aujourd'hui, le grand drame... l'asile doit être traité à l'extérieur de l'Union européenne. Elle doit être traitée dans les pays par où vous passez quand vous quittez votre pays et qu'il est en guerre. Vous n'arrivez jamais directement à Paris. À l'extérieur de l'Union européenne, en effet. Parce que si on ne le fait pas, on continuera de voir des drames en mer Méditerranée. Qu'est-ce qui fait ces drames aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait le business des passeurs ? C'est le sentiment de cette impuissance qui fait que si vous arrivez à mettre le pied en Europe, vous avez toutes les chances d'y rester durablement. Tant qu'on aura cette équation de l'impuissance que nous avons et que nous subissons aujourd'hui, on continuera d'inciter à ces départs et à ce flux migratoire et on continuera effectivement de nourrir les passeurs et d'endeuiller la Méditerranée. Maxime, est-ce que vous êtes d'accord ? Pardon, puisse gérer sa demande d'asile dans un pays en conflit ou en guerre. Je ne vois pas comment c'est possible concrètement. L'idée est louable, l'idée est honorable. Quand vous quittez votre pays en guerre, vous n'arrivez jamais directement à Paris. Vous passez par exemple... Souvent. Non, mais même bien avant. Par d'autres pays que des pays européens et qui sont des pays qui sont sûrs, qui sont stables, dans lesquels vous devriez pouvoir faire une demande d'asile à laquelle on répondrait rapidement. Et alors là, pour le coup, si vous êtes éligible à l'asile, vous rentrerez de façon sûre en Europe. Mais si vous n'y êtes pas éligible, et c'est le cas d'une immense majorité de ceux qui rentrent aujourd'hui en Europe, alors vous devriez savoir que vous ne pouvez pas rentrer. Et dire cela, c'est pas courir derrière les voies du Rassemblement national, c'est mettre fin à une impuissance qui, c'est vrai, aujourd'hui, fait monter des gens qui prospèrent sur la colère sans apporter de réponse. Sur l'immigration, vous êtes d'accord avec Donald Trump qui veut une immigration au mérite ? Il faut en tous les cas que l'immigration soit maîtrisée. C'est pas seulement une question de mérite. Moi je crois. Mais lui il dit il veut une immigration au mérite. Il veut dire moi je veux pouvoir prendre avec moi aux États-Unis un futur génie, un futur voilà. Il s'inspire d'ailleurs de ce qui se passe au Canada. Des quotas. Voilà avec des quotas. Il faut faire des quotas au mérite en fait. Il y aurait une forme de cynisme absolu qui consisterait à priver les pays extérieurs à l'Europe et notamment les pays d'Afrique des forces vives
qui pourrait les développer. Et ce cynisme-là, malheureusement, il a souvent été entretenu derrière nos belles intentions. Quand on a dit on accueille, je pense par exemple à l'Allemagne, il y avait aussi le fait qu'on allait pouvoir trouver là une main-d'œuvre qui allait venir remplir des entreprises qui en avaient bien besoin. Mais moi, je crois que nous avons besoin que l'Afrique se développe, que nous avons besoin, d'ailleurs, c'est l'un des grands échecs de l'Union européenne. On a besoin de construire un vrai partenariat pour que l'Afrique puisse se développer. C'est un défi majeur pour l'équilibre de demain. Parce que le défi démographique de l'Afrique, il est pour demain. Mais on est content de trouver des médecins étrangers pour travailler dans nos hôpitaux parce qu'on n'en a pas assez. Ça, pour le coup, il faut qu'on forme nos médecins. Et ça, ce serait pas normal, si vous voulez. Si effectivement, on en venait à une immigration qui consistait à vider de leur force vive des pays qui ont besoin de se développer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous puissions maîtriser l'immigration. Si on ne le fait pas, on va déstabiliser nos sociétés plus encore et on va continuer de déstabiliser notre relation avec le continent africain. Pour continuer à parler d'immigration, déjà, je tiens à vous dire que vous êtes un ovni quand on vous lit dans les livres, c'est-à-dire que vous avez une pensée, ce qui ces derniers temps en politique était assez rare. Vous développez, je trouve, j'ai regardé quelques meetings, je pense que vous êtes le seul responsable politique qui est capable de parler de la démocratie athénienne sans qu'il y ait de brouhaha dans la salle et pour ça, je trouve ça assez intéressant. Mais pour terminer sur l'immigration, est-ce que c'est cohérent de défendre la volonté d'une immigration maîtrisée quand, par exemple, le 18 avril dernier, votre famille politique ainsi que celle avec qui vous allez faire une coalition, le PPE notamment, a voté, à l'exception de Nadine Morano, pour le pacte de Marrakech? Mais c'est faux. Non. Vous n'avez pas voté le 13 mars un amendement de Maryam Dali qui, en effet, était un amendement socialiste et qui, avant que le pacte de Marrakech arrive au Parlement européen, a en effet voulu instaurer quelques mesures. Mais par contre, la plupart des eurodéputés LR ont voté le 18 avril pour le pacte de Marrakech. Mais non, c'est faux, pardonnez-moi. Le pacte de Marrakech, d'abord, n'a jamais été soumis au vote du Parlement européen. Jamais. Il y a eu, dans des rapports qui concernent l'état des droits de l'homme, il y a eu des mentions du pacte de Marrakech. Il y en a eu une qui a été faite avant que la négociation n'ait lieu. Et comme cette négociation n'était pas faite, on ne savait pas ce qu'il y aurait dans ce pacte de Marrakech. Un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui s'élèvent aujourd'hui contre le pacte de Marrakech ont participé aux discussions. Parce qu'effectivement, les questions migratoires sont des questions fondamentales qui supposent qu'on agisse tous ensemble. Le problème du pacte de Marrakech, c'est pas qu'il y ait eu une discussion sur la manière de résister à cette immigration qui déstabilise aujourd'hui l'équilibre du monde. Le problème, c'est le contenu du pacte de Marrakech. Donc il y a eu un vote qui a été favorable avant que ce contenu n'ait été écrit. Et lorsque le pacte a été écrit, lorsqu'il a été validé, alors à ce moment-là, lorsque le pacte a été de nouveau évoqué dans ce rapport sur les droits de l'homme, notre famille politique a voté contre. Et ça, pour le coup, tout le monde pourra le vérifier. Et aujourd'hui, effectivement, à cause de cette première mention qui a été faite sans que le pacte ait de contenu, certains entretiennent, c'est pas votre cas, mais certains entretiennent effectivement des fausses nouvelles sur ce sujet. François-Xavier Bellamy, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. On se retrouve dans un instant. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.